En France, les électeurs de Loire-Atlantique ont dit oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont voté à 55% pour ce projet controversé. Le taux de participation est de 51%. Les opposants à l'aéroport, qui occupent depuis plusieurs années le site où il doit être construit, se disent déterminés à aller jusqu'au bout contre un projet qu'ils jugent inutile. Là sur la ZAD, c'est quand même une lutte écologique, donc il y a quelque chose sur la ZAD qui est exceptionnel, c'est la qualité de l'eau. Et là, quand on voit la quantité de bombes avec des gaz lacrymogènes et des bombes explosives et tout qui sont dans le fossé, on peut dire que là, la qualité de l'eau et de la terre, après une attaque comme ça, c'est assez dégueulasse. Donc non seulement ils détruisent les cabanes, mais en plus ils détruisent tout court tout ce qu'il y a de naturel là. Comment on va pouvoir ramasser ça, tout ça là? Il y en a plein les buissons, il y en a plein partout dans l'herbe et tout. C'est le printemps, ça va pousser à toute vitesse, on va jamais tout retrouver. Donc toutes ces cochonneries là, elles vont se retrouver enterrées dans la terre, on ne saura plus où il y en a, ça va être dégueulasse. Et en plus c'est des substances, on ne connaît pas la composition des bombes lacrymogènes, c'est secret. Et on pense que ça affiche le cancer, mais on n'a même pas le droit de savoir. Ça c'est vraiment dégueulasse de A à Z quoi. Vraiment délié. Alors il y a 11 000 bombes de toutes sortes qui ont été lâchées sur la ZAD. Et je crois quelque chose comme 8 000 lacrymogènes de ce genre-là. Et 3 000 des grenades explosives, assourdissantes, tout ça. Hyper dangereuse. Alors ici, on est sur un chemin d'exploitation où les tractopelles de la gendarmerie sont passés. Et ils n'ont pas pris le chemin depuis le début. Peut-être il y avait une barricade, on ne sait pas. Ou simplement des gens. Et ils ont traversé tout le champ. Au lieu d'aller dans le chemin, ils ont traversé tout le champ avec les tractopelles. Donc le champ est complètement bousillé. Et ça compacte le sol complètement en profondeur. Et en fait, la structure du sol, ça vient d'une histoire très très ancienne. Le sol, il s'est mis en place depuis la dernière glaciation. Et quand on compacte le sol, c'est définitif, quoi. Là, la nature du sol a définitivement changé à l'endroit où c'est compacté. Donc, on ne pourra plus faire exactement les mêmes cultures, où il n'y aura plus exactement les mêmes plantes sauvages dans les siècles à venir. Il en est persuadé, c'est inéluctable, le monde va s'effondrer. Bonsoir Julien Vosnitsa, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi tout va s'effondrer ». Il n'y a pas de point d'interrogation d'ailleurs, préface de Paul Watson, militant écologiste et antispéciste canadien. Votre livre est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. En France, on l'a dit tout à l'heure, une deuxième opération d'expulsion est en cours dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. 19 escadrons de gendarmerie, 1500 hommes au moins ont été mobilisés pour évacuer 10 lieux de vie des zadistes. Je vous pose la question, pourquoi? Parce que vous êtes passé par Notre-Dame-des-Landes. Que vous inspire cette deuxième opération d'évacuation? J'y suis passé, j'y ai un petit peu travaillé, mais brièvement. Moi, je pense qu'il y a un gouvernement qui se veut écologiste, qui se dit, du moins dans les termes écologistes, avec des hashtags Make Our Planet Great Again, par exemple, devrait vraiment se soucier et regarder un petit peu le modèle de Notre-Dame-des-Landes, le modèle écologique, du moins de Notre-Dame-des-Landes, pour en faire un modèle et ne pas justement tout détruire comme c'est le cas là. Mais par rapport à votre manifeste, on va voir que c'est lié. En quoi cette expérience des zadistes vous paraît-elle intéressante? Parce qu'au fond, on a beaucoup entendu, si ces zadistes veulent effectivement cultiver une terre en Loire-Atlantique, pourquoi ne pas déposer un dossier en conformité à la préfecture? Ça, c'est aussi un dossier, par exemple. Enfin, ça, c'est aussi une des grandes argumentations. Moi, ce qui m'interpelle dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est justement toutes les alternatives qu'il y a qui sont expérimentées, et notamment la permaculture. Il y a différents modèles de permaculture qui ont été effectués. C'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est une façon de s'inspirer du vivant pour
pour justement planter et justement avoir une qualité d'alimentation et qui régénère le sol. En respectant donc l'environnement. En respectant l'environnement, exactement. Alors vous avez été banquier, vous avez tout juste 24 ans, on n'a pas l'habitude de donner l'âge, mais tout de même, on va voir pourquoi, si jeune, être aussi pessimiste ou pas. Vous étiez prédestiné à embrasser une carrière plutôt dans la finance, disons-le. Pourquoi est-ce que vous avez délaissé cet univers ? Quand je me suis rendu compte qu'en fait la finance c'était quelque chose qui était complètement hors sol, c'est un système qui est complètement hors sol. Parce qu'à aucun moment dans mon école de commerce ou dans mes études de finance, on ne m'a jamais appris à apprendre le fait que les ressources sont limitées. Et donc du coup, à chaque fois, la finance considère qu'en fait les ressources sont un petit peu en mode open bar. On peut consommer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Alors qu'en fait, on vit sur une boule, une boule au milieu du vide intersidéral où il n'y a absolument pas de... On peut pas recaver comme au poker, en fait. On est à chaque fois obligé de voir avec les ressources finies de notre planète. Qu'est-ce qui va se tarir, par exemple ? Toutes les énergies, le gaz, le pétrole et le charbon sont trois énergies qui constituent 92% de notre mix énergétique mondial. Et ces trois énergies-là, les pics d'extraction de ces trois énergies sont déjà passés ou vont passer d'ici 2 ans. Alors, dans votre manifeste, vous expliquez que notre civilisation court vers un effondrement global. Ce sont vos propres mots. Qu'est-ce qui est en train de causer sa perte au juste à cette civilisation ? En fait, on a créé une dette écologique. Par exemple, l'Overshoot Day, qui est le jour où on a en France consommé le maximum par rapport à ce que la planète peut nous, ce que la France peut nous redonner, peut recréer. C'est le 5 mai. Donc un Français consomme 3,9 planètes. En 4 mois et 5 jours. Voilà, donc c'est pas jouable. Alors, hausse continue du réchauffement climatique, bouleversement de la biodiversité, accroissement des inégalités sociales. Quelles sont à ce jour les conséquences de ces phénomènes ? Eh bien, ça donne juste une dette écologique qui s'accroît. Ça donne au niveau des inégalités, on a 8 personnes aujourd'hui qui détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Et on a 1% de la population qui détient 99% des richesses. Donc forcément, au bout d'un moment, ça donne des problématiques énormes, rien que sur le plan sociétal. Alors vous donnez des informations très concrètes. C'est vrai que par exemple, dans les médias, on entend souvent parler de l'huile de palme. Vous brisez quelques idées reçues. Vous écrivez par exemple 85% de la déforestation amazonienne est liée à la production de denrées alimentaires pour nourrir du bétail, à comparer aux 5%, loin des 85%, donc liés à l'huile de palme dont tout le monde parle. Exactement. Pourquoi vous citez cet exemple au juste ? Exactement, parce qu'il y a on parle beaucoup de la déforestation vis-à-vis de Bornéo, par exemple, qui est... En Indonésie. Ouais, en Indonésie. Et donc, du coup, au niveau de Bornéo, évidemment, c'est l'huile de palme principalement. Mais en Amazonie, la déforestation amazonienne, faut le préciser, est principalement due à des plantations de soja transgéniques qui ne viennent pas nourrir les végétariens ou les véganes comme on a l'habitude de le penser, mais des animaux, principalement du bétail, qui iront nourrir ensuite des humains. Alors, nous vivons déjà, vous le rappelez, la 6e extinction de masse. Donc, en fait, ça a commencé à s'effondrer. Il y a notamment la faune. Oui, la biodiversité a commencé à s'effondrer. Oui. On a un taux de diminution des espèces qui est 1000 fois supérieur à la normale. Donc, actuellement, on perd des espèces plus vite que lors de la dernière extinction de masse, qui était celle qui a vu l'extinction des dinosaures, en fait. Alors, dans votre livre, donc, vous proposez aussi des solutions pour limiter la hausse de la chute. Que proposez-vous au juste ? Parce que quand on lit votre livre, d'ailleurs, vous dites, on est tellement à un point critique que les solutions paraissent forcément impossibles. Mais il faut les tenter, alors lesquelles ? Alors, il faudra en tenter un certain nombre, mais en fait, il faudrait tout tenter en même temps. Et c'est ça le principal problème, c'est que moi j'en écris une vingtaine dans mon livre, mais si on va commencer à en prendre 1 ou 2 à la marge, ça a aucune chance de fonctionner. Et même si on utilise les 20, je ne sais même pas si on évitera l'effondrement. C'est pour d'ailleurs, dites-vous, limiter la chute. L'idée, c'est de limiter la hauteur de chute de cet effondrement-là. Alors vous parlez du salaire notamment, qu'en est-il ? Il faudrait l'instauration d'un salaire à vie ou d'un revenu de base. Je suis plus proche des théories de Bernard Friot sur ce thème-là, qu'il faudrait adapter à la décroissance, mais qui a théorisé le salaire à vie. L'idée, c'est qu'il faudrait que les gens puissent arrêter de produire et arrêter de
consommer du coup dans des quantités complètement démesurées actuelles. Il faudrait par exemple qu'une personne qui travaille à la chaîne dans un abattoir puisse quitter son travail sans avoir de problématiques au niveau de qui puisse quand même subvenir à ses besoins. Ouais. Et c'est Coluche qui disait les gens n'ont pas besoin de travail, ils ont besoin d'argent. Et ils ont simplement besoin de pouvoir vivre décemment. Et on a besoin d'arrêter de produire parce que c'est la production en fait qui va consommer des ressources. Alors, la révolution technologique, les métaux rares que vous évoquez, très peu pour vous, vous n'y croyez pas ? En fait, on me parle beaucoup du fait que, par exemple, la fusion nucléaire va tout sauver, la technologie va nous sauver régulièrement. Sauf que soit ça résoudrait des petits problèmes, par exemple, la fusion nucléaire résoudrait l'approvisionnement électrique, mais pas tout le reste. La pollution dans les océans n'a rien à voir avec l'approvisionnement électrique, par exemple. Ouais. Et d'un autre sens, par exemple, vous pouvez répéter la question? On va peut-être juste à la fin, parce que le temps presse, vous posez une question sur, au-delà des systèmes économiques, sur la philosophie. Parce qu'il y a aussi question de philosophie de vie. Oui. Vous écrivez notamment dans la culture japonaise existe le concept d'ikigai, l'équivalent de la joie de vivre. Il s'agit pour chacun de trouver une activité qui lui plaît, pour laquelle il est doué, qui soit bénéfique au monde et qui permette de subvenir à ses besoins. En fait, dans votre manifeste, vous nous appelez aussi à revoir aussi le but que l'on se fixe au quotidien. C'est exactement, l'ikigai, c'est une raison de se lever le matin. Donc c'est trouver un métier qui va à la fois permettre de subvenir à nos besoins, pour lequel on est doué, qui nous plaise et qui a une utilité soit sociétale, soit environnementale. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on arrive à avoir toutes ces quatre choses-là dans son métier, en général, on a une bonne raison de se lever le matin. Oui. Avec une vie harmonieuse. Pourquoi tout va s'effondrer? Julien Voznitsa, préface de Paul Watson, Les liens qui libèrent. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Bon ben voilà, ça c'est le bocage de la ZAD. C'est un bocage qui devait être transformé en aéroport. Un territoire se défend avec celles et ceux qui l'habitent. Et moi, je fais partie de cette génération d'occupants, de squatteurs, qui sommes arrivés en soutien dans les 10 dernières années pour participer à la lutte, s'opposer à l'aéroport. Bonjour. Hello. Hello. Welcome. Thank you. 60, 70 living places. Many other people are not farmers, they have diverse activities. So we don't want it to go to like industrial agriculture. So these are zones of freedom. Sure. And that are needed for everyone. So these are examples. Yeah. Yeah. There is a road. We have exploding climate change. We have societies disintegrating because nobody knows what a community is. Hello. Bonjour, Marcel. Sans cette force collective de tous les militants, mais entre autres de celle des voisins, nous n'aurions pas, nous, paysans, osé rester en illégaux dans nos propres maisons. Donc sans les occupants, en fait, ils auraient créé un désert autour de nous. We came here and we installed everything, the house, the garden. And what's in this? This is tomato sauce. Okay. So it's the harvest, you preserve it. Yes. You don't put a single principle. This zone has been protected and shows the way for other places which might not have an airport threat, but are threatened by glyphosate, are threatened by big machinery, by Monsanto controlling everything, or, you know, so that this is the future. When I come here and watch all of you baking your bread and making your woodwork, this is the future that all young people should be able to learn. And you are a lab that shows how the future can be cultivated through reclaiming our place on the land and our humanity through creativity. And just like we're sitting in this building which has a lighthouse, this area has been turned into a lighthouse for how we should be living.